Bonjour à tous, amis du DEC qui ont en ce mois de juillet, c'est-à-dire ce 29 juillet, certains ont énormément de travail pour préparer leur mémoire. Alors je voudrais faire un petit point de mes formations à cette date et vous rappeler que j'anime actuellement trois grandes formations. D'abord, le mémoire et les épreuves écrites du DEC. Ensuite, j'anime également le DEC par la VAE. J'anime également le DSCG par la VAE. Reprenons ensemble parmi ces formations les éléments les plus importants au niveau chronologique. Tout d'abord, les candidats du DSCG VAE doivent déposer avant la fin du mois d'août leur livret 2. Actuellement, j'ai préparé un dossier exceptionnel pour permettre à ces candidats de remplir leur livret 2 avec précision, concision et efficacité. En effet, j'ai fait des vidéos pour vous aider à remplir les lignes communes des 7 référentiels. Et en ce qui concerne les commentaires en bas réservés à chaque UV que vous présentez, je le ferai volontiers lors de rendez-vous individuels avec l'auditeur. Ça, c'est l'aspect le plus important. Les gens qui vont s'inscrire au DSCG-VE avec moi, il y a un mois de travail, mais sachez que tout est préparé pour vous faire gagner ce DSCG-VE. D'autre part, je vais retrouver une place dans des jurys dans 2 académies probablement de ce DSCG-VAE après avoir occupé des fonctions en tant qu'actif pendant, pendant presque 30 ans au DCG, au DSCG avec la présidence des relations professionnelles. Je retrouverai avec un plaisir non dissimulé des collègues beaucoup plus jeunes, certes, mais qui n'ont peut-être pas forcément la même expérience que votre serviteur. Deuxième formation importante, c'est le mémoire. Actuellement, je développe énormément de relecture de mémoire car ma façon de procéder, qui va de la notice à la soutenance jusqu'à la fin du parcours pour passer cette épreuve importante qu'on appelle le mémoire, il est évident que je travaille beaucoup à l'aide de quoi? À l'aide d'une bibliothèque numérique assez exceptionnelle qui dépasse 25 gigas à l'heure où je vous parle et qui permet, classé par thème, de pouvoir vous donner beaucoup d'informations, d'idées pour nourrir votre documentation à la fois pour préparer la notice et deuxièmement pour rédiger votre mémoire. Actuellement, j'ai une bonne dizaine de mémorialistes pour lesquels je relis à raison de 30 minutes les 10 pages. J'ai donc plusieurs relectures que j'effectue le matin très tôt à partir de 7 heures jusque, par exemple, 11 heures comme ce matin. Mais en cette période actuelle, je ne travaille que le matin, mais je travaille tous les jours, en particulier le samedi matin et le dimanche matin. En effet, ce samedi matin, je vais réserver de 7 heures à midi des séances de relecture de mémoire à raison de, répète, 50, à raison de 30 minutes pour 10 pages. Ce qui me donne, pour chacun de mes candidats, vous imaginez, 5 heures minimum de relecture, sans compter les rencontres qui vont être faites lors de la soutenance, de la préparation à la soutenance. En effet, pour les mémorialistes, je vais mettre le paquet pour relire le mémoire, parce que je fais d'abord le cœur du mémoire, et ensuite je fais l'introduction, la conclusion et la note de synthèse.
Pour moi, la note de synthèse, elle n'est pas nécessaire parce qu'elle a été demandée par certains experts comptables qui, malheureusement, n'ayant pas le temps de lire tout le mémoire, ont préféré demander au jury une note de synthèse. Nous sommes en France, pour le mémoire, il y en a d'autres examens où on a un mémoire. Nous sommes le seul mémoire en France où on demande une note de synthèse. Avouez que c'est pas pour moi quelque chose de sérieux. Parce qu'il y en a malheureusement, je le sais par expérience, j'ai fait passer 500 mémoires à Arcueil, je sais comment ça va du côté de certains partenaires. Il y en a qui se contentaient de lire rapidement la note de synthèse. Je vous rappelle quand même que au début, quand j'ai commencé à examiner les mémoires, il n'y avait pas de note de synthèse. C'est dans les années 80, 90 qu'on a commencé à parler de la note de synthèse, mais avant, il n'y avait pas de note de synthèse. Et ça allait aussi bien. Parce que là, on était obligé, tous les examinateurs étaient obligés de lire pour pouvoir analyser correctement le dossier. Ensuite, mon gros travail, et c'est là où je fais certainement des prouesses quelquefois, c'est que je prépare les soutenances dès le mois de septembre et je prends tous mes candidats qui ont suivi la formation mémoire et je leur fais un modèle de soutenance de 10 minutes parce que j'ai travaillé leur mémoire, j'ai leur mémoire entre mes mains et je fais une soutenance que j'appelle modèle, mais c'est un peu prétentieux de ma part. Je fais une proposition de soutenance de 10 minutes. Et ensuite, je réunis vers le 20 septembre, je réunis le groupe complet des mémorialistes et je fais une intervention pour expliquer comment se passe la soutenance. D'abord, comment il faut se présenter et ensuite comment faire le plan de la soutenance que je vais rappeler, même si dans certaines vidéos vous l'avez déjà. Je rappelle que quand vous arrivez devant le jury, vous avez soit deux dames, soit deux messieurs, soit un monsieur et une dame. Quand vous avez un monsieur et une dame, vous dites bonjour madame, bonjour monsieur. Quand vous avez deux dames, bonjour mesdames. Et quand vous avez deux messieurs, bonjour messieurs. On va vous demander de vous asseoir. Et à partir de là, vous allez peut-être prendre avec vous votre tablette et peut-être votre micro-ordinateur avec tous les risques que ça comporte. Car normalement, un candidat, il veut gagner le mémoire, doit présenter deux choses. Il doit présenter ce que j'appelle un diaporama accompagnant son exposé. Ce diaporama doit comprendre au maximum 12 slides, avec un premier diaporama qui est votre nom, votre prénom, votre région si vous êtes en France, et pour les amis étrangers, le pays et le titre du mémoire. Ensuite, deuxième, c'est le cursus académique rapide et cursus professionnel sans citer de nom du jury, du cabinet, pardon. Vous ne citez pas le nom du cabinet. Vous donnez la taille du cabinet. Un cabinet traditionnel de 8 personnes, un cabinet traditionnel de 20 personnes, un cabinet relativement intéressant de 50 personnes et un gros cabinet dans lequel je travaille dans une des agences en France ou à l'étranger, sans rentrer dans le détail du gros cabinet dans lequel vous êtes. Ensuite, vous devez parler de troisième partie de votre soutenance. Pourquoi vous avez choisi ce thème? Alors, ce thème peut être dû à un client qui vous a posé problème ou posé quelques questions qui ont trouvé solution à travers ce mémoire. Ça peut être l'actualité. Ça peut être aussi le fait d'avoir assisté à une conférence ou à des forums comme les forums qui ont lieu à la Défense en avril. Moi, j'ai plusieurs candidats qui ont trouvé le thème à travers, je dirais, ces grandes réunions qui regroupent de grands professionnels avec des conférences, avec des ateliers. Même quelquefois, le congrès de l'ordre des experts comptables a pu provoquer chez certains, par exemple sur la facturation électronique, de nombreux mémoires ont été générés par la présence à Marseille ou à d'autres endroits récents qui ont parlé dans les congrès de la facturation électronique. On en parlera encore à Lyon
cette année, mais ça c'est bien sûr les occasions de trouver un thème. Et votre serviteur aussi a à l'occasion de discuter, parce que j'accepte pas des candidats comme ça, parce que ils vont me payer, c'est pas ça qui m'intéresse le plus. C'est ce qui m'intéresse le plus, c'est de savoir la motivation du candidat, savoir son vécu et savoir éventuellement les idées qu'il a pour le mémoire et discuter avec lui du choix du thème, sachant que je dispose, comme je dis, d'une bibliothèque numérique assez impressionnante qui me permet éventuellement, à travers tous les travaux de collecte de l'information que je réalise tous les jours, au moins 2 heures par jour, de pouvoir vous donner des textes tout à fait récents, susceptibles de favoriser la rédaction de votre notice et la rédaction de votre mémoire. Pour votre notice, je fais la même chose. Je lis votre notice de A à Z. Une notice, je la relis facilement, en principe, je dirais en 1 heure de temps, c'est-à-dire 2 fois une demi-heure. Je propose des modifications, je propose des titres et j'en propose souvent 3 ou 4 par rapport aux titres qui se dégagent de ce que vous avez écrit ou ce que vous avez en tête. Et le candidat, c'est lui qui décide, choisit le titre que j'ai proposé. Ou il choisit le titre qu'il a vraiment en tête. Je respecte. C'est toujours le candidat qui prend la décision finale. Moi, je suis qu'un apporteur d'idées, qu'un apporteur de méthode, qu'un apporteur pour réussir. Ensuite, durant le mois de septembre, jusque la veille au soir de votre convocation, jusque le matin même de votre convocation, je fais des rendez-vous individuels au minimum d'une demi-heure, quelquefois beaucoup plus à l'approche de l'examen, où vous répétez votre exposé et Francis a l'art et la manière de vous poser des questions différentes à chaque fois, relatives à votre thème. Ce qui fait que, en général, sur le plan soutenance de mémoire, je rencontre un succès non négligeable qui tourne depuis 2008 autour minimum de 80 à 90% de réussite aux mémoires suite à des candidats qui ont préparé la soutenance avec moi. Parce qu'il y a des candidats qui ont sollicité votre serviteur après avoir déposé le mémoire pour uniquement préparer leur soutenance. Je rappelle que je suis éligible au CPF et vous avez sur le CPF actuellement 12 formations qui vont de 1 000 € à 4 000 € et qui vous permettent bien sûr de récupérer les fonds du CPF pour assurer les formations. L'innovation aussi, ou du moins l'originalité de DFT Formation, c'est d'offrir aux candidats la possibilité de passer 3 fois les épreuves sans supplément. Je m'explique. Vous passez le mémoire en 2025 novembre, vous échouez. Francis vous reprend sans supplément pour la session de mai 2026. Vous échouez encore. Francis, ça n'arrive presque jamais, mais ça peut arriver. Francis vous reprend en novembre 2026 sans supplément. Il dit ouf, parce que là, au moins, avec tout ce qu'on a fait, vous êtes admis. N'oublions pas que tout cela ne vient pas forcément de votre mauvais mémoire. Vous avez, je parle en connaissance de cause, ça peut choquer, mais c'est comme ça, vous avez des examinateurs qui ne sont pas à la hauteur. Sachez-le, qui ne sont pas à la hauteur et qui ne sont pas consciencieux. Quand on ne lit pas un mémoire, et même certains l'ont déjà avoué en disant, vous savez, nous on est relativement âgés, on n'a pas eu le temps de lire votre mémoire, mais on a vu quelques extraits de votre note de synthèse, on a compris que vous étiez un candidat sérieux, et il n'y a pas de souci. À partir de là, on n'a pas lu le mémoire. Moi, j'ai des candidats qui ont eu 14 avec des gens comme ça. Tant mieux pour le candidat qui est diplômé aujourd'hui, qui a son propre cabinet. Mais au fond de moi-même, je n'étais pas content du tout de l'attitude de ces personnes qui viennent au jury et qui n'ont pas ou qui n'ont plus la patience de lire. Eh bien, on ne doit pas accepter des missions comme ça. C'est quand même une mission qui est importante.
on donne la possibilité à un candidat de devenir expert comptable. Vous imaginez la responsabilité, mais il y en a qui malheureusement, pris par les habitudes, entre guillemets, s'en foutent un peu de cela. Et ça, c'est pas sérieux. C'est pourquoi je suis considéré comme la bête noire du jury, puisque à chaque fois que j'ai des anomalies avec des jurys, je le signalais à l'ancien président, Monsieur Château, qui ne m'a jamais répondu. Il répondait au candidat parce que le candidat, il faisait aussi un appel recommandé pour dire comment ça s'est passé. Eh bien, Monsieur Château répondait que le jury est souverain. À partir de là, il n'y avait plus de discussion. Alors que finalement, moi, je conseille, écoutez bien mes conseils. Quand vous passez l'épreuve orale à Arcueil, vous allez arriver, vous allez tout de suite rencontrer un appariteur qui va vérifier votre carte d'identité, votre convocation, qui va vous faire asseoir dans la salle d'attente et qui viendra vous chercher. Ce sont des personnes qui viennent, souvent c'est des retraités de l'éducation nationale. Il y a beaucoup de retraités de la SNCF qui s'ennuient puisque comme ils partent en retraite plus rapidement que les autres, ils cherchent des vacations et il y a énormément, moi, donc du moins à travers mon expérience de jury, il y a beaucoup de gens de la SNCF et bien sûr de l'éducation nationale. Ce sont des vacations, ils sont sympas pour une grande majorité, je dirais quasiment tous sympas. Et voilà ce conseil que je vais vous donner. Supposons, et c'est arrivé à plusieurs reprises, que la soutenance se passe très mal. Vous avez des gens qui sont, je dirais même, incorrects avec vous, qui vraiment vous ont descendu, ils vous ont même pas laissé passer les 10 minutes. Au bout de 3 minutes, ils vous ont interrompu dans votre présentation, ce qui veut dire que vous avez vraiment l'impression que ce jury que vous avez rencontré voici quelques minutes n'a pas respecté les procédures rappelées par les commentaires officiels du jury national. Eh bien, qu'est-ce que vous faites à l'issue de l'entretien qui probablement s'est très mal passé, très très mal passé? Eh bien, vous allez sortir de la salle et non pas sortir directement. Vous allez voir la parité et vous allez lui demander si c'est possible parce que votre soutenance s'est passée de manière tout à fait tout à fait anormal et vous demandez de rencontrer une permanente du siècle. Bien souvent, c'est la dame qui vous a envoyé la convocation qui est hyper compétente, qui est la plus ancienne des permanentes du siècle, qui viendra à votre rencontre. Vous allez vous isoler dans une petite pièce pour évoquer votre problème. Cette dame va juger l'intérêt ou pas d'appeler un représentant du jury national. Il y a 11 personnes au jury national. Il y en a toujours au moins 2 qui sont présents à toutes les séances de soutenance. Souvent, c'est le président et le secrétaire pédagogique. C'est 2 femmes. L'une, c'est Madame, je sais plus laquelle, c'est la présidente, et l'autre, c'est la secrétaire pédagogique, c'est Madame 4. L'une ou l'autre sont toujours présentes lors des épreuves du mémoire. Elles vont donc être sollicitées par la permanente du siècle, elles vont soit venir à votre rencontre, ou alors vous demander d'attendre quelques minutes et elle va vous demander de la retrouver dans un autre endroit et c'est la permanente du siècle qui vous enverra vers cette personne. Vous allez l'expliquer, tout ce qui s'est passé. Alors, 2 possibilités. Le président ou la présidente ou la secrétaire va prendre bien sûr connaissance de tous vos griefs. Elle va juger l'opportunité, sachant que le jury est encore présent, d'aller voir ces jurys pour leur demander ce qui s'est vraiment passé avec vous. Elle va revenir, elle va partir peut-être 10 minutes à la rencontre des demandes du jury dans la salle Tartampion, mais si vous passez à Arcueil au mois de au mois de novembre, vous passerez Arcueil et malheureusement c'est pas l'idéal pour passer un mémoire. Pourquoi? Ben, vous êtes dans une grande salle qui sert à la fois aux épreuves écrites,
mais qui sert aux épreuves orales. Alors quelquefois, et c'est là où moi personnellement j'avais beaucoup de difficultés, parce que je parle fort, et mes collègues qui étaient dans d'autres jurys à côté de moi ou pas loin de moi se plaignaient que on n'entendait que moi. Bon bref, j'ai essayé de faire baisser le ton, mais j'aime pas moi ce genre de d'interrogation. C'est beaucoup moins solennel que moi quand j'ai passé dans une salle à Boissy-dans-Glace où j'avais une salle avec des gros bureaux, avec des gros fauteuils. Vous avez l'impression que vous étiez quelqu'un d'important quand vous passiez votre soutenance de mémoire. Malheureusement, là, à Arcueil, vous êtes dans une grande salle, avec 8 jurys dans une grande salle, vous imaginez un petit peu, c'est pas aussi solennel que ça. Ça me fait penser, moi, à des épreuves que j'avais l'occasion de faire passer, voici 45 ans. C'était le BP Banque, le BP Comptable, le DCG, ça se passait comme ça aussi dans des grandes salles, et c'était pas aussi solennel. Mais quand on passe un mémoire bac plus 8 et que on finit son parcours pour certains d'entre vous, moi j'aurais espéré un décor plus en harmonie avec l'importance du diplôme. Tout ça pour vous dire que il faut pas vous laisser dominer par des personnes qui ne sont pas forcément adaptées au jury DEC, et il ne faut pas hésiter. Alors certains vont me dire, mais maintenant je vais être sur la liste rouge. Non, vous n'êtes pas sur la liste rouge, vous êtes des gens qui avaient travaillé, préparé avec beaucoup d'intensité votre travail mémoire, et vous avez l'impression qu'on vous a pas respecté. Eh bien, il faut pas attendre, parce que si vous envoyez à l'arrivée chez vous en disant vraiment à vos parents ou à votre mari, à votre conjoint, en disant c'est vrai, ils m'ont pas respecté, vous allez faire une lettre recommandée, eh bien, ça va servir à rien du tout. Pourquoi? Parce que le jury, que ce soit Monsieur Chadefaux ou Madame, je sais plus, je répète, j'ai oublié son nom, mais quoi qu'il en soit, c'est la présidente actuelle, elle va vous répondre, j'en suis sûr, que le jury est souverain, point à la ligne. Donc vous aurez dépensé du temps, de l'argent, vous aurez espéré une réponse favorable, et vous n'aurez aucune réponse qui satisfera votre demande. Tandis que là, vous, vous allez directement battre le fer pendant qu'il est chaud, et vous avez beaucoup de chances d'avoir euh, un avis qui sera peut-être susceptible de remonter votre note en mémoire, compte tenu que le jury n'a pas su répondre aux interrogations du président ou de son représentant, et que le procès-verbal que le président va faire, qu'il va donc traduire le jour du jury national quelques semaines après, aura quand même toute son importance et beaucoup plus que votre lettre recommandée. En ce qui concerne les épreuves écrites du DEC, je les commence cette année, pour la session de novembre, le dernier samedi du mois d'août. Et je commence toujours par présenter l'UV1 de 8h à 9h30 et l'UV2 de 9h30 à 12h. Cette année, je vais commencer par examiner les deux corrigés officiels, aussi bien UV2 que UV1, pour vous montrer, dans un premier temps, je répète, les corrigés officiels, dans un premier temps, ce qu'attendent les jurys. Que vous ayez donc bien conscience que pour des épreuves écrites, pour l'UV1, c'est du bachotage, pour moi. C'est-à-dire, il faut que vous fassiez l'examen de toutes les annales de 2010 à 2025, c'est-à-dire la dernière de mai 2025, et que vous fassiez avec moi toutes les annales avec la législation 2025, en particulier celle de septembre à novembre 2025. C'est la meilleure des solutions. Ensuite, je vous conseille quand même de faire l'acquisition de Carédec UV1. Il y a 2 tomes qui ne coûtent pas cher et qui sont très bien faits et qui vous permettent de relire régulièrement les réponses attendues et qui sont actualisées chaque année. Carédec, c'est des ouvrages indispensables pour permettre de favoriser votre mémoire. Mais moi, je vous demanderai chaque semaine de préparer 5 questions à réponse courte
et 5 questions à choix multiples pour les experts et pour les commissaires aux comptes. Grâce à cette recherche permanente que vous allez faire toute la semaine pour le samedi suivant, vous allez essayer d'aller chercher les nouvelles normes déontologiques qui sont mises en place par l'autorité de l'ANC ou de H2A, confirmée pour l'ANC par le ministère de l'économie et pour H2A, confirmée par le garde des Sceaux. Ça, c'est absolument indispensable. Pour l'UV1, je conseille aussi que vous relisiez tout ce que nous avons en particulier comme documentation, c'est la déontologie de l'expert et la déontologie du commissaire aux comptes qui ont quelques aspects différents, que vous lisiez au moins 2 fois par semaine la déontologie de chacun de nos 2 métiers. Deuxième, travaux réguliers pour avoir une note largement supérieure à 10, c'est-à-dire gagner des points. C'est de relire régulièrement la NP des experts comptables, les NP des experts comptables et les NEP, bien sûr, des commissaires aux comptes. Ensuite, je vous demande de lire au moins 3 fois avec des notes le dernier référentiel normatif des experts comptables. Je dis mes propos aujourd'hui, 29 juillet, mais vous pouvez commencer à faire ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que lire le référentiel normatif des experts comptables, prendre certaines notes avec du Bristol, parce que moi, quand j'étais étudiant, votre place, ça remonte à plus de 50 ans. C'est-à-dire entre 1968 et 1971, vous voyez, je travaillais à l'époque avec les moyens du bord, il n'y avait pas d'Internet, et je travaillais toute la documentation avec des fiches Bristol. Bon, à l'époque, il y avait du droit pénal, il y avait du droit civil, il y avait du droit commercial, il y avait du droit des sociétés, il y avait de la compta, il y avait de la compta analytique, contrôle de gestion, il y avait de la recherche opérationnelle, alors j'avais des fiches Bristol de couleurs différentes. Je notais les principaux points pour chaque partie du programme. Et ensuite, à l'époque, j'avais un gros magnétophone. J'enregistrais toutes ces fiches, c'est-à-dire que je faisais des cassettes, c'est comme ça que ça se passe. Je faisais des cassettes par certificat supérieur. Je faisais des cassettes que je remettais dans ma voiture pour me balader ou pour aller au boulot le matin, puisque j'étais pion pendant 3 ans. Ensuite, j'ai commencé ma carrière de prof rapidement en 1968 et pion de 1965 à 1968. Et j'ai commencé à être prof en 68 et j'ai terminé en 2011. Tout ça pour vous dire que j'ai quand même une carrière de prof et d'expert en même temps, puisque j'étais diplômé expertise en 71, vous imaginez, j'avais 25 ans. Tout ça pour vous dire que quand on est organisé dans la vie, on gagne facilement. Parce que tout est une question d'organisation et de gagner du temps grâce aujourd'hui à vos moyens que vous avez sur le plan technologique. Il n'y a pas de comparaison. Vous pouvez même simuler, comme je suis en train de faire une vidéo, vous pouvez simuler votre soutenance avec moi. Et vous allez passer des soutenances qui seront forcément enregistrées sous la forme vidéo. Ensuite, je voudrais vous dire pour l'UV2 que nous allons adopter les mêmes principes. En gros, c'est de revoir toutes les annales de 2010 à 2025 avec la façon de corriger ces annales avec la méthode 2025. Grâce à Compta Online, qui fait un travail formidable pour les candidats aux examens d'expertise comptable, nous disposons de corrigés indicatifs et nous disposons, les corrigés indicatifs ne sont pas toujours remis à jour et c'est nous qui devons ensemble, dans nos travaux de chaque samedi et pendant la semaine, parce que là aussi, aussi bien pour l'UV1 que pour l'UV2, pour vous réapprendre à écrire. Et ça, c'est important, les amis. Pour réapprendre à écrire, vous avez 4 examens blancs. Pour l'UV1,
4 examens blancs pour l'UV2. Ces examens blancs me paraissent indispensables. Et selon les confidences de candidats, ils m'ont dit, grâce à tes examens blancs, Francis, j'aurais jamais pu faire mon examen de l'UV2 comme je l'ai fait si j'avais pas pu répéter 4 fois dans les durées de 4 heures et demie. Alors, pour l'UV2, vous allez avoir une documentation exceptionnelle. Parce que ma méthode, elle est basée sur quoi pour l'UV2 pour réussir mieux? C'est de créer ce qu'on appelle un lexique documentaire. C'est-à-dire, vous prenez souvent Excel comme base de votre lexique et vous allez remplir toutes les informations par un lexique par ordre alphabétique avec des légendes pour chaque document suffisamment explicites pour vous permettre au mois de novembre ou lors de l'épreuve écrite de pouvoir retrouver facilement la réponse la plus proche possible de la question posée. Ces différentes sources d'informations viendront de qui, viendront de quoi? Eh bien, d'abord, elles viendront de ma bibliothèque numérique, où vous aurez, bien sûr, cette bibliothèque numérique dans les premiers jours de votre formation. Même si vous vous inscrivez aujourd'hui, vous arriverez à avoir la bibliothèque numérique dans la semaine suivante. Grâce à cette bibliothèque numérique qui traite de la gestion, de la finance, qui traite de la RSE, qui traite de l'informatique et éventuellement de beaucoup d'éléments relatifs au développement durable, vous allez pouvoir nourrir papier, parce que le jour de l'examen, vous n'avez pas le droit pour l'instant à Internet. Donc, vous allez faire des photocopies de documents de la bibliothèque numérique de Francis que vous allez ranger par ordre alphabétique, parce que l'UV2 se gagne pas le jour de l'examen. Elle se gagne à la maison par une documentation adaptée. J'ai bien dit une documentation adaptée à la valeur de l'épreuve, rappelée dans les différentes informations du siècle, qui rappellent que, en directement, sur le plan théorique, l'UV2, c'est la révision théorique du DCG à caractère juridique et de l'UV1 et de l'UV4 du DSCG. Donc, sur le plan théorique, c'est comme ça. Quelle est la différence entre une épreuve UV2 et une épreuve DSCG 4? C'est que DSCG 4, vous n'avez pas de documentation possible. Par contre, alors là, c'est génial, parce que moi, j'ai jamais passé des examens avec une documentation, je vous le dis, hein. Mais tant mieux pour vous. Mais comme vous avez le droit à une documentation, si vous préparez bien cette documentation, contrairement à certains qui arrivent le jour de l'épreuve, là je rigole toujours, avec 11 mémentos, comment voulez-vous à 4 heures et demie pouvoir jongler avec les 11 mémentos? Vous êtes complètement, je veux dire, à côté de la plaque. Il faut que vous ayez apprivoisé votre documentation, que vous ayez fait le maximum de recherche pour nourrir votre lexique documentaire. Et comment nourrir mieux? Eh bien, Francis, il est abonné à beaucoup de choses. Il est abonné à Actuel Expert Comptable, qui est formidable. Sur le plan quotidien, vous avez des informations qui traitent de l'actualité, expertise et commissariat. Je suis abonné à Actuel RH. Je suis abonné à la Bible de la profession qu'on appelle la Revue française de comptabilité. Et je suis abonné également à la Revue fiduciaire. Et je suis également abonné à SIC comme vous. Je suis abonné au magazine des CAC. Et je vous demande de vous abonner aux lettres d'information d'un partenaire exceptionnel qu'on appelle Compta en Art. Au niveau des mémentos, j'en conseille un seul. C'est le mémento audit et compta. Le reste, je le remplace par le lexique documentaire, mais je le remplace. Et vous le verrez à travers les corrigés officiels et par rapport à la demande sur certaines questions qui demandent 3 lignes dans le corrigé officiel, alors que le mémento vous donne 30 pages. C'est ça la différence. Donc, vous ne pouvez pas réaliser une bonne composition en vous basant uniquement sur les mémentos.
Je raisonne dans le cadre d'un examen, mais sur un plan professionnel, un expert comptable ou un commissaire aux comptes, même un notaire, ne peut pas travailler dans son étude ou dans son cabinet sans avoir tous les mémentos de Francis Lefebvre. Alors ne confondons pas l'importance cruciale des mémentos pour la vie de tous les jours, mais pas pour une épreuve de 4 heures et demie. C'est à vous de faire des efforts pendant ces mois qui vous séparent de cette épreuve de l'UV2 que vous allez gagner. En conséquence, j'aimerais que vous fassiez l'acquisition de manuels dont le total ne fera pas le prix d'un mémento. Je m'explique. Moi, je suis, en tant qu'ancien prof de DCG, j'ai toujours utilisé cette méthode-là. Je suis un fanatique des pochettes Corroy. Les pochettes Corroy vont fêter bientôt leur presque 50 ans d'existence. Madame Corroy était professeure de DCG, et de DCG, de DSCG à Marseille, avec ses enfants qui sont des HEC et compagnie experts comptables. Elle a créé cette édition où elle couvre l'ensemble des épreuves du DCG et l'ensemble des épreuves du DSCG, du moins les 5 premières UV. Elle n'a pas pour l'instant fait de pochette pour l'UV6 du DCG et pour l'UV7 du DSCG. Je reviendrai sur les pochettes Corroy pour le DSCG VAE tout à l'heure. Mais moi, je suis absolument certain que le fait d'acquérir les pochettes Corroy des DCG, droit des sociétés, droit social, droit fiscal et compta approfondi, plus les 2 pochettes DSCG 1 et DSCG 4, vous partez, je le répète, avec 50% des réponses. Mais, et c'est le mais, des candidats qui ont eu 14 ou 16 après avoir eu toujours des notes en dessous de la moyenne, qu'est-ce qu'ils ont fait sur mes conseils? Ils ont fait un lexique documentaire complet avec toutes les autres documentations et ils ont fait un lexique documentaire par ordre alphabétique avec les 6 pochettes Corroy. Ce qui leur a permis, par exemple, en droit des sociétés, d'avoir des corrigés qui correspondaient exactement à la réponse demandée et qu'on retrouve exactement dans le corrigé officiel. À partir de là, les pochettes Corroy sont un élément, mais c'est un élément absolument incontournable. Vous avez aussi, je ne vais pas les critiquer, au contraire, vous avez les pochettes les carrés deck UV2 qui sont très bien également pour un certain nombre de révisions. Mais ensuite, je vous conseille des manuels qui sont à jour de la dernière loi de finances et qui ont une mise à jour au début janvier quand la loi de finances se vote, contrairement à cette année où elle a été votée après plusieurs semaines de décalage. Elle vous donne une mise à jour de la loi de finances de l'année qui vient de démarrer. Supposons que vous achetez un manuel en octobre ou en septembre, que je vais vous conseiller, ben vous aurez une mise à jour en janvier. Vous me direz, ben ça sera pas suffisant, mais la loi de finances 2026 n'aura rien à voir avec votre sujet, parce que le sujet que vous aurez en novembre, indirectement, a été choisi durant les jours que le jury a passé pour statuer sur les épreuves du mois de mai. Le jury, qui est composé d'une bonne vingtaine de personnes qui composent à leur manière chacun un fragment, s'est réuni juillet, et ils ont rédigé, déjà c'est fait, ils ont rédigé 2 sujets. Un sujet officiel qui sera donc décidé en novembre, donc ça veut dire que toutes les décisions entre le mois de juillet et le mois de novembre ne pourront avoir peut-être des répercussions dans votre réponse, mais le jury, quand il a fait son sujet, ne connaissait pas les nouveautés qui ont pu avoir lieu entre juillet et novembre. Et ils ont fait un deuxième sujet de remplacement, en cas de coup dur, ça peut arriver. C'est arrivé une fois, je crois, dans une période où on a commencé à faire les épreuves décentralisées dans l'outre-mer. On a eu, je crois, si mes souvenirs sont bons, un jour l'occasion de faire donc valoir le sujet de remplacement.
mais tout en principe est déjà imprimé ou sera imprimé dans les prochaines semaines. Et dès le mois d'octobre, les centres d'examen décentralisés recevront à recommander, bien cachetés, les énoncés. Je voudrais maintenant revenir avec vous sur les autres ouvrages conseillés. Alors, je vous conseille les ouvrages Droit fiscal de chez Fouché-Hatier, DCG. Je vous conseille Droit des sociétés de chez Nathan ou chez Fouché, mais ils sont bien tous les deux. Je vous conseille Droit social de chez Fouché et je vous conseille surtout Compta approfondi de ce DCG Compta approfondi, c'est-à-dire l'UV10. Je vous la conseille de l'acheter chez Nathan. Pourquoi? Ben, Nathan a 100 pages dans cette édition dans laquelle il parle de toutes les normes internationales et il parle de tous les organismes. Alors, pour tous les examens que vous allez subir par la suite, épreuve orale, épreuve écrite, pour le DEC comme pour le DSCG, vous avez intérêt, les amis, à avoir ce livre DSCG Compta approfondi qui vous permet de réviser les grandes bases de la compta des sociétés avec des mini-consos, des mini-fusions, etc., mais qui vous redonne le fil conducteur pour aborder ces questions relativement délicates. Ça, c'est pour le DCG au niveau ouvrage. Ouvrage pour le ouvrage qui viennent du DSCG, je vous conseille les ouvrages Fouché, Hatier pour le DSCG 4. Fouché Hatier fait aussi pour le DSCG 4 un livre études de cas corrigées qui se rapproche à la fois des épreuves du DSCG 4, bien sûr, mais aussi de l'UV2, car refaire et revoir les corrigés de ce manuel études de cas DSCG 4, c'est très important. Je vous conseille le DSCG 4, c'est la priorité. Le deuxième, c'est moins courant parce que c'est moins fréquent qu'on ait besoin de ce manuel, c'est DSCG 1, à la fois, je vous conseille, de chez Fouché ou de chez Nathan. Nathan et Fouché ont fait deux ouvrages, DSCG 1 et DSCG 4, très performants, j'ai pas peur de le dire, et ça, pour moi, c'est génial, d'avoir ces manuels. Donc, quand vous avez acheté ces manuels, qui peuvent servir aussi à votre cabinet, donc le cabinet peut les prendre en charge, vous pouvez constater que le total des 6 manuels que je vous conseille n'atteint pas le prix d'un memento. Je peux aussi, quelquefois, vous avoir des remises en disant que mes groupes, j'ai conseillé tel ou tel ouvrage, et comme j'ai des contacts permanents en tant que prof, que je reçois tous ces ouvrages en spécimen, je peux obtenir, mais il y a des lois à respecter vis-à-vis des libraires, donc c'est pas toujours évident que je puisse avoir des remises puisque il faut protéger bien sûr les libraires. C'est comme les pochettes Corroy, je les reçois bien sûr gratuitement par l'éditeur Corroy, mais jamais de ma vie je distribuerai les pochettes numériques que j'ai reçues. Ce serait vraiment de ma part un coup de poignard dans le dos des amis qui m'ont fait confiance, à qui je fais conscient par rapport à la qualité de leurs travaux. Donc, sachez donc que pour l'UV1 comme pour l'UV2, vous êtes bien armé normalement pour avoir au minimum la moyenne. J'aimerais quand même vous donner plusieurs conseils pour l'UV2 à retenir. D'abord, je vous rappelle que pour l'épreuve UV2, vous avez 270 minutes. Moi, je la décompose de la manière suivante. 30 minutes, écoutez bien ce que je dis. 30 minutes pour la lecture rapide de l'énoncé. Ensuite, vous avez 30 minutes pour la lecture rapide de l'énoncé, mais aussi pour la relecture de votre composition et également pour la numérotation de vos pages en respectant autant que faire se peut l'ordre des dossiers présentés dans l'énoncé. Dossier 1 sera le premier, dossier 2 sera le deuxième et dossier 3 sera le troisième. Ça, c'est indispensable de respecter l'ordre pour moi
en tant que correcteur de plusieurs centaines de copies, je vous demande d'être rigoureux dans la présentation écrite et de soigner votre écriture. Il y a des gens qui doivent réapprendre à écrire correctement parce qu'ils ont des écritures de chat. Ça va faire plusieurs années qu'ils n'écrivent plus régulièrement pendant 4 heures et demie et ils écrivent de manière absolument impossible à lire. Et moi, j'en ai eu cette année en examen blanc que j'ai demandé de revoir leur écriture parce que c'était illisible. Voilà le problème, c'est qu'on est tous sur nos tablettes, tous comme moi-même, bien sûr. J'ai plus tellement l'occasion d'écrire et je me rends compte que quand je dois faire un courrier vraiment absolument nécessaire à la main et non pas avec mon micro ou ma tablette, eh bien, j'ai pas forcément une écriture qui est forcément formidable. Mais elle est lisible, c'est le principal. Je voudrais aussi vous rappeler une autre astuce. 240 minutes, c'est le temps qui me reste pour composer. Sachant que quand je dis dans les 30 minutes, c'est la lecture rapide de l'énoncé, c'est-à-dire je survole l'énoncé, écoutez bien, je ne lis pas l'énoncé, je lirai après l'énoncé. Vous allez voir comment. Je survole l'énoncé je survole l'énoncé de cette épreuve et je repère pour moi le dossier par lequel je vais commencer pour essayer de nourrir le maximum de points. C'est ça l'intérêt. Mais après, je répartis mes 240 minutes en réservant forcément 240 minutes pour 20 points. C'est-à-dire que je réserve 12 minutes par point et je m'oblige à respecter cette cadence que je conseille. C'est-à-dire, prenons un exemple très simple, la première partie fait 7 points, 84 minutes. La deuxième fait 6 points. 6 points, ça fait 72 minutes. Et la dernière fait 7 points, 84 minutes. J'ai terminé de lire rapidement l'énoncé. On a commencé à 14 heures. Je terminerai à 18h30. À 14h12, j'ai parcouru l'énoncé et je sais par quel dossier je vais commencer. Tout en lisant rapidement l'énoncé, j'ai 3 dossiers dans mon hypothèse, là. J'ai fait une feuille de brouillon dossier 1 et j'ai marqué 8 points ou 7 points, 84 minutes. Dans l'autre feuille de brouillon dossier 2, 6 points, 72 minutes. Dossier 3, 8 points, 84 minutes. Ça va m'obliger à respecter mon temps de travail. Parce que, une fois que j'ai choisi, supposons pour des raisons de simplification, j'ai choisi le dossier 1. Alors là, le dossier 1, dans les 84 minutes, je dois le lire attentivement avec mon stabilo-boss, avec mon crayon de bois, pour noter des éléments que je dois noter sur ma feuille de brouillon dossier 1, qui seront dans mon lexique documentaire ou dans d'autres éléments de ce lexique que je pourrais retrouver facilement. Et je lis avec attention et je me laisse pas impressionner par les copains qui sont à côté de moi, qui ont déjà écrit. Ça veut rien dire du tout. Moi, je suis organisé. Je ferai tout l'énoncé et je ne laisserai pas tomber un dossier. Je veux montrer que je touche à tout et que je ferai toutes les questions demandées, dans la limite, bien sûr, de mes compétences et de mes documentations préparées. Si je viens avec mes 11 mémentos, merci Aspro pour essayer de vous en sortir. À moins que vous ayez, pendant des mois et des mois, apprivoisé les 11 mémentos, les lire 3 fois par semaine, chacun des 11 mémentos, passer des nuits blanches pour relire vos mémentos. Ça peut arriver, mais j'avoue qu'il faut avoir une mémoire d'éléphant pour pouvoir s'en sortir, à moins que vous ayez aidé votre mémoire par un même lexique documentaire partant des mémentos. Même le memento dit et compta, il faut l'apprivoiser. Il suffit pas de l'avoir avec vous, il faut le travailler. Un autre ouvrage qui est indispensable, je l'ai oublié pour l'UV2, c'est le Code de commerce 2025-2026 qui va sortir au mois d'octobre chez Dalloz ou d'autres éditeurs
qu'il faut absolument, parce que le jury, vous allez le voir dans les corrigés, rappelle souvent les articles du Code de commerce dans ses propositions de corriger. Ensuite, quand vous avez réparti votre temps, vous allez réfléchir à une deuxième astuce, à une troisième astuce. C'est d'être précis et concis. Et je vous donne une règle qui est appréciée par le jury que j'étais et le jury actuel. C'est 3/5 de page par point. 3/5 de page par point pour vous montrer la concision. Alors retenez bien. 270 minutes. 30 minutes pour lecture rapide du dossier pour appréhender le dossier sur lequel on va commencer. Les autres minutes des 30 minutes, c'est pour la relecture complète de ma copie et surtout de la numérotation de mes pages en respectant l'ordre des dossiers présentés dans l'énoncé. Ensuite, et surtout bien numéroter mes pages. Mais pour maintenant un autre conseil, je vous demande de faire sur la première page de votre composition UV2 un sommaire assez condensé dans lequel vous mettez tout simplement dossier 1, page untel, dossier 2, page untel, dossier 3, page untel. Pourquoi c'est important? C'est déjà un signe de composition professionnelle, car vous aidez le lecteur à se situer davantage dans votre travail. Car il y a deux façons de corriger. Il y a des correcteurs qui corrigent copie par copie entièrement. Mais il y a des correcteurs, et moi je l'ai fait quelquefois, où on corrigeait la première partie de chacune de ces copies que nous avions à corriger. Ça me permettait de bien dominer l'UV1, dossier 1 par exemple, etc. Donc si vous avez fait un sommaire, vous facilitez le repère de l'examinateur et il sera beaucoup plus souple avec vous. Ça, c'est évident. Si vous soignez bien votre écriture, si vous avez une correction éventuelle. Alors, pendant très longtemps, je conseillais à mes auditeurs de se comporter comme de véritables professionnels. C'est-à-dire que je leur conseillais de se comporter comme un véritable expert comptable. C'est-à-dire que je leur demandais de faire une introduction de la manière suivante. Madame, Monsieur, vous avez bien voulu me confier l'examen des 3 dossiers que j'ai eu le plaisir d'analyser assez rapidement pour les rendez-vous que vous avez programmés à la fin de cette semaine. Je reste à votre entière disposition pour vous apporter les précisions nécessaires, sachant que la durée de mon travail n'a peut-être pas permis de traiter tous les aspects les plus pratiques de la question posée. Avec mes sentiments dévoués, le candidat. C'est tout. Donc, il n'y avait pas de signe distinctif. Et à la fin, je prévoyais toujours une conclusion de la manière suivante. Conclusion. L'ensemble des dossiers que vous m'avez demandé de traiter aujourd'hui sont en étroite, je dirais, corrélation avec le dernier congrès des experts comptables qui a eu lieu à Lyon durant, etc., sur le thème, etc., et des journées prévues sur le commissariat en décembre prochain à Bordeaux. J'ai été ravi de pouvoir travailler sur ces dossiers et vous en souhaite bonne réception en vous réitérant ma possibilité de continuer à vous aider et être à votre disposition dans les délais les plus brefs. Et vous signez le candidat. Vous ne signez pas, vous mettez le candidat. Alors, ça, c'était ce que j'avais fait. Alors, à travers l'opinion, parce que moi, je demande toujours à mes candidats, quand ils ont passé l'épreuve UV2, même s'ils ont eu l'UV2 avec un 14 ou un 17 ou un 18, ça m'est arrivé, 18 m'est arrivé une fois, 14, ça m'est arrivé des dizaines de fois. Par contre, je demande toujours à mes candidats, reçus ou pas reçus, de demander la photocopie de leur composition.
Alors, c'est à travers la photocopie de leur composition et les commentaires du jury que j'ai obtenu les statistiques suivantes. 50% des correcteurs appréciaient l'introduction et la conclusion du candidat. Et 50% disaient que c'était totalement inutile. Alors, devant cette indécision, j'ai décidé de ne plus conseiller de manière véritable l'introduction et la conclusion. Je continue maintenant à parler de la préparation du DEC VAE. Je suis un fanatique aujourd'hui de la VAE parce que votre serviteur a fait toutes ses études supérieures sans passer par l'université, y compris l'agrégation. J'ai tout préparé seul. Dès mon baccalauréat, je me suis donc fait, parce que je n'avais pas trop de moyens, j'ai été surveillant d'externat pendant 3 ans et j'avais une certaine forme d'autorité. On travaillait à l'époque 36 heures comme surveillant et non pas 24 heures comme cette période de l'année que travaillent les surveillants. Et j'avais des permanences relativement importantes et un silence cathédral. Et tout en surveillant et les gens me respectaient, chose qui serait peut-être difficile aujourd'hui, je bossais, je bossais, je bossais. Et j'ai bossé pendant 5 ans à fond, pour avoir le DCG et les certificats supérieurs. Pour passer l'expertise comptable à l'époque, il fallait 2 certificats supérieurs. L'obligatoire, c'était la révision, et l'autre certificat supérieur, c'était parmi les 4 autres. Et si vous aviez les 2 certificats supérieurs, vous pouviez présenter le mémoire. Et à l'époque, vous aviez le résultat du mémoire à l'issue de votre entretien. Donc vous étiez à la sortie de votre épreuve mémoire, vous étiez diplômé ou pas, mais vous le saviez immédiatement par le jury final du mémoire, car vous ne pouviez passer les épreuves du mémoire que si vous aviez eu l'admission, j'ai bien dit l'admission, à vos 2 épreuves de certificat supérieur. Pour vous dire ma façon de travailler, j'ai passé les 5 certificats supérieurs qui n'étaient pas obligatoires. J'ai obtenu un autre diplôme qui était un diplôme composé de 3 certificats supérieurs sur les 4 qui n'étaient pas la révision comptable, et j'ai obtenu un diplôme qui n'a pas duré longtemps, mais qui est un diplôme de doctorat ou d'équivalent qu'on appelait le diplôme de gestion comptable. Je suis en France parmi les 50 personnes qui ont eu ce diplôme de gestion entre 1970 et 1980. Voilà, je fais partie de la cinquantaine de personnes qui ont eu tous ces diplômes. Bon, bref, ça c'est simplement pour vous dire que je suis à fond dans la VAE. Je respecte l'autodidacte parce que moi j'ai appris la compta quand j'ai fait mon stage DCG par des autodidactes. Ensuite, j'ai fait mon stage d'expert comptable. J'ai vraiment appris toutes les ficelles de la comptabilité par des autodidactes qui avaient un CAP, mais qui avaient à l'époque 57 ans ou 58 ans. Et moi, j'en avais 22 ou 21, je m'en souviens plus, c'est dans l'époque-là. Et j'ai tout appris grâce à eux. Et ça, je l'ai jamais oublié. C'est eux qui m'ont fait découvrir ce que t'es qu'un cabinet. Et c'est là où, quand j'ai fait mon stage d'expertise comptable, j'étais à la fois prof déjà en 68, et j'avais donc la possibilité de faire un stage non pas complet en expertise, mais de 15 heures. Et c'est là où on a lancé en 68 la TVA. C'était une révolution pour tous les cabinets comptables, pour tous les clients, parce qu'avant, les commerçants ne payaient pas de TVA, ils payaient ce qu'on appelle une taxe locale. Les artisans payaient une taxe de prestation de service. Il y avait une multitude de taxes. On a tout remplacé pour la plupart par la TVA. Et c'est moi qui a été dans l'amicale des experts comptables de Lens et de Béthune, donc de mes 2 grandes villes autour de l'endroit où j'habite, que j'ai été amené à présenter les grandes règles de la TVA. C'est pour ça que j'ai des souvenirs formidables de l'année 68-69 où vraiment tout le monde était bouleversé par l'arrivée de la TVA avec des nouvelles colonnes à mettre, etc. C'était
Aujourd'hui, c'est chose qui vous paraît simple, mais c'était à l'époque quelque chose de fabuleux. Alors, pour les DEC VAE, ils ont à présenter un livret 1 pour le 31 janvier de l'année, et ensuite ils ont un livret 2 très détaillé à présenter sur l'ensemble de leurs expériences et de leur faire-valoir, à présenter le 31 mai. Pour le livret 2, j'ai adopté une technique numérique assez originale, qui a plu à des jurys l'an dernier, qui a plu également les années précédentes, mais là, je l'ai encore peaufiné cette année 2025, parce que au lieu d'avoir un dossier livret 2 compact, j'ai fait plusieurs sous-dossiers qui permettent, avec des liens hypertextes, aux examinateurs de circuler sur le dossier de ces candidats d'une manière habile, efficace et qui donne forcément à l'examinateur un aspect positif de mes candidats. Mais actuellement, je prépare avec mes candidats DEC-VAE, je prépare cette épreuve qu'on appelle exposé, qui a lieu entre le 6 et 10 octobre 2025 à Arcueil. Dans des bureaux séparés, il y a environ 6 jurys dans 6 salles différentes. Le jury est composé de 2 personnes, soit 2 experts comptables, soit un expert comptable et un professeur d'université autant que faire se peut. Cela se passe relativement difficilement depuis les 3 grandes ou 4 promotions 2021, 2022, 2023, 2024. Les résultats sont catastrophiques. Pour quelle raison? Parce que pour un DEC traditionnel, les gens, pour être reçus, il faut qu'ils sachent la moitié de ce que leur demande. C'est évident. Si vous avez 10 à chaque épreuve UV1, UV2, UV3, vous êtes expert comptable. Alors que vous avez énormément de lacunes. Puisque vous ne connaissez pas, vous ne connaissez que la moitié de ce qu'on vous demande. Et vous êtes expert comptable. Et les gens, ils ne comprennent pas ça. Par contre, les jurys de VAE, du moins les premières promotions, ils ont dans l'idée que le gars qui passe la VAE doit être fait dans toutes les questions qu'on lui pose. Et c'est là où on a justement cette mentalité de dire que le VAE doit tout savoir, qu'on a des résultats qui sont vraiment catastrophiques par rapport à ceux du DEC traditionnel. Et moi qui connais les deux groupes, je vous dirais franchement que si j'avais à embaucher, c'est pas le cas, si j'avais à embaucher quelqu'un pour me seconder dans un cabinet de taille non négligeable, je prendrais à 80% un DEC VAE. C'est presque certain parce que j'ai dans les DEC VAE vraiment ce que j'appelle des grandes valeurs. Et c'est là où je suis sensible à cet examen qui, contrairement à ce que certains disent, c'est un passe-droit, c'est complètement ridicule, ils ne savent pas le boulot que ça représente. Pendant tout le début d'année, ils ont suivi mes DEC VAE, tous les cours DEC UV1, UV2. Et ils vont recommencer à suivre les cours UV1, UV2 en fin août, là, jusque le dernier samedi, c'est-à-dire jusqu'au 4 octobre, le dernier samedi qui précède leurs exposés, ils vont suivre les cours UV1, UV2. Donc ils ont revu toutes les annales, comme les DEC traditionnels. Ils ont revu les annales aussi du commissariat aux comptes, que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure pour l'UV2. Et on a revu les annales du DSCG1 et du DSCG4 de l'État et de l'Intec. Et ça vaut le coup, puisque l'Intec, pour qui j'ai le plus grand respect, propose des sujets vraiment qui se rapprochent quelquefois de l'UV2 du DEC à travers ces questions. La différence, c'est que pour l'UV2, je répète, vous pouvez avoir une documentation et c'est à vous de la rendre la plus crédible possible pour être sûr de gagner. Ensuite, je voudrais revenir pour la préparation à l'exposé. Alors, qu'est-ce que je fais actuellement? J'ai prévu, presque d'ici le mois d'octobre, j'aurai échafaudé près de 1000 questions possibles avec les corrigés qu'on discute ensemble, qui sont susceptibles d'être posées le jour d'une épreuve DEC-VAE
ou qui ont été posées à travers les confidences de mes auditeurs 2022, 23, 24, qui m'ont rappelé plusieurs questions possibles que j'ai remis dans mon travail de questions possibles au DEC VAE ou au DSCG VAE. Parce que je fais coup double pour les exposer actuellement. J'ai mon groupe qui est composé de DEC et j'ai mon groupe qui est composé de DSCG. J'ai pas peur de dire qu'il y a des candidats que j'ai conseillés qui n'avaient pas le DSCG, mais qui avaient quand même une expérience professionnelle très importante. J'ai 5 candidats cette année qui préparent le DEC VAE en octobre et qui passeront. Ils ne connaissent pas le résultat du DEC VAE avant janvier. Ils passeront le DSCG VAE en novembre, avant le 20 novembre. Parce que sur le plan académique, les académies qui vont recevoir les DSCG VAE et qui sont donc des jurys académiques, surtout des profs de DCG qui passent, qui sont dans les examinateurs du DSCG, des profs agrégés de DSCG qui seront dans les jurys comme moi par exemple et qui eux auront à délibérer, mais à délibérer sur chacun des candidats, à dire pour celui-là on lui valide l'UV2, 3 et 4, mais le reste on valide pas. C'est leur décision. Mais cette décision n'est pas définitive, car le jury national et Monsieur Jean-Luc Rossignol, que j'ai appris à connaître et que je respecte vraiment de manière sincère, m'a dit que le jury national revoyait quelquefois dossier par dossier et cassait quelquefois des décisions de certaines académies qui avaient validé un DSCG complet et pour lequel ils avaient retiré la validation de 2 ou 3 UV. Le candidat passera en 2025 les UV que le jury national, mais ça, personne ne connaît le résultat académique et personne ne sait comment ça s'est passé. Vous ne connaissez que votre décision finale quant à la ligne, mais vous ne connaissez pas, bien sûr, le pourquoi. Tout ça pour vous dire que ces exposés sont dans des rencontres de 4 heures que j'ai réalisées à plusieurs reprises durant ce mois de juillet, de 8 heures à 12 heures le samedi matin et de 8 heures à 12 heures le dimanche matin. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas simplement passé en revue les questions. J'ai fait des exposés blancs à la place de certains candidats pour lesquels je connais vraiment leur livret d'eux et leurs expériences professionnelles. Et à partir de là, il y a au minimum, durant les rencontres de 4 heures, il y a au minimum 6 exposés de 20 minutes. C'est-à-dire que dans ces cas-là, dans le groupe, il y a 3 personnes qui font un exposé de 10 minutes et ensuite il y a 5 minutes de questions par Francis et 5 minutes de questions par les amis du groupe. C'est intéressant ça. Et ensuite Francis, il fait également à sa manière 3 exposés de candidats autres que les 3 qui viennent de passer, ce qui fait que j'ai une vingtaine de candidats DEC-VAE. Chacun passera au moins 2 fois dans les séances groupes leur exposé et recevront au moins une fois l'exposé proposé par Francis. J'allais dire modèle, mais c'était prétentieux. Ce que je propose pour le DEC, je le propose également pour le DSCG. Car pour le DSCG, dès le mois d'octobre, dès le 6 octobre pour les DSCG, je préparerai de manière précise, sachant que je serai dans le jury, jusque les dates prévues pour chacune des académies, je préparerai la même chose, exposé et questions que j'aurai ajoutées en octobre spécifiques au DSCG sur l'UV1, l'UV2, l'UV3, l'UV4, etc. Alors, voyez-vous, mes candidats DEC et DSCG-VAE seront forcément hyper bien préparés. Pourquoi? Parce que ils ne vont pas arriver, je dirais, dans un néant. Ils vont arriver avec avoir emmagasiné
emmagasiné toutes les questions que Francis leur a données, qu'il leur a renvoyées avec les réponses possibles, des gens sérieux d'ici le mois d'octobre ou le mois de novembre, ils vont revoir toutes ces questions possibles à la VAE, DEC ou DSCG et ils seront nettement mieux préparés. Le fait ensuite de prendre autant de rendez-vous individuels, car Francis réserve à partir de septembre environ 40 heures de rendez-vous individuels qui sont des rendez-vous d'une demi-heure. Ils sont réservés pour les mémorialistes, bien sûr, pour les DEC VAE et pour les DSCG VAE, qui vont répéter, etc. Et je réserve aussi des rendez-vous pour ceux qui ont une notice à préparer pour le mois de novembre et je réserve le temps qu'il faut et mettez-vous donc en dehors de mes 40 heures du lundi au vendredi, puisque je travaille en époque hors vacances, je travaille de 7 heures à 10 heures, voire 11 heures, et je retravaille de 16 heures à 20 heures et quelquefois plus, selon les décalages horaires avec certains pays, comme la Martinique ou la Réunion. Eh bien, tout ça m'amène à vous dire que je fais autant de répétitions qui sont nécessaires à certains. Pour certains, je dirais que 5 répétitions d'exposé blanc sera suffisant, mais pour d'autres, une quinzaine, ce sera pas suffisant. Donc c'est pour vous dire qu'il faut que je fasse la chasse aux imperfections pour rendre toutes les exposés les plus sensibles possibles. Je vous rappelle, même si les résultats ont été catastrophiques en 2022, 2023, 2024, que mes résultats au DEC, VAE, DSCG, j'ai jamais vraiment tenté de préparer cet examen, ont toujours été couronnés de validations nettement supérieures, je dirais, au niveau national. En effet, si vous regardez les pourcentages nationaux par rapport au pourcentage de DFT, je prends l'exemple sur les 6 admis l'année dernière au DEC VAE, DFT avait 2 admis, c'est-à-dire il y avait à lui seul le tiers des admis. Et ensuite, au niveau des réussites partielles UV1, UV2 et UV3, j'ai eu deux candidats qui ont eu l'UV3, c'est-à-dire le mémoire, et j'ai eu 15 candidats qui ont eu l'UV1 et 14 candidats qui ont eu l'UV2. Sur 22, si vous regardez les pourcentages de Francis ou de DFT par rapport au niveau national, il n'y a pas de problème. Alors, pour aider ceux qui viendraient se joindre à nous à cet instant, je pense aux mémorialistes qui sont en train d'écrire leur mémoire et qui voudraient un coup de pouce. Je prends des inscriptions avec des tarifs adaptés. Vous pouvez vous en rendre compte dans CPF, où tous les détails sont indiqués pour les 12 formations que je présente. Je m'adresse aussi aux DEC VAE qui veulent préparer leur exposé dans des conditions plus acceptables. J'ai à votre disposition tout un recueil de vidéos relativement, je dirais, importantes qui sont à votre disposition. Actuellement, je prépare un dossier pour les DSCG VAE pour leur permettre de remplir leur livret 2 assez exceptionnel à travers des vidéos qui vous dictent l'ensemble des lignes de chacune des UV et je conseille aux DSCG VAE pour renforcer leurs chances de validation, de maximum d'UV, de faire l'acquisition des 5 pochettes Corroy DSCG 1 à DSCG 5. Les pochettes Corroy, avec énoncé et corrigé de ces 5 UV, sont des questions à 90% posées par les examinateurs académiques. Pourquoi? Je connais un grand nombre de ces examinateurs, dont certains, et il y en a pas mal, sont mes anciens étudiants. Ils ont été vaccinés par Francis à la Corroy et ils utilisent pour leurs cours DSCG comme pour leurs cours DCG les pochettes Corroy. Et le jour des examens épreuve orale du DEC VAE, ils sont également amenés à
utiliser des énoncés, donc des questions qui découlent des pochettes Corroir. Donc, moi, je vous conseille à fond, pour garantir vos chances, de faire l'acquisition directement en allant le, sur Google, vous mettez édition Corroir, C-O-2-R-O-Y, et vous allez avoir une adresse numérique. Vous vous recommandez de Francis Tison en disant que vous êtes un auditeur de Francis Tison et vous aurez une remise intéressante sur l'acquisition de ces pochettes. Mais si vous voulez garantir au maximum vos chances pour le DSCG VAE, faites ce que je vous dis. Et Francis, si vous inscrivez, vous allez avoir un dossier. Et Francis, il va vous prendre d'ici le 31 août ou le 28 août à plusieurs reprises pour vous aider à remplir un UV2 avec sa méthode par différents dossiers, des liens hypertextes qui seront présentés d'ailleurs dans les vidéos, ma méthode, que vous pouvez rencontrer pour certaines d'entre elles gratuitement sur mon site YouTube et ma chaîne Francis Tison. Cette séquence que je suis en train de faire sera également sur ma chaîne YouTube si tout va bien. Je voudrais terminer en disant que j'ai oublié une formation que j'ai avec 2 auditeurs actuellement, donc c'est pas beaucoup, c'est la préparation du mémoire des SCG. Et là, je serai éventuellement également dans le jury dans 2 académies dont je cache pour l'instant les noms. C'est le mémoire du DSCG, qui est un mémoire moins exigeant, mais qui a aujourd'hui modifié son objectif. L'objectif n'est plus aujourd'hui une description pour un mémoire DSCG, contrairement à ce qui se passait pendant très longtemps, mais c'est aujourd'hui une proposition qui démontre votre recherche et de proposer des nouveautés. C'est presque, je dirais, le prémisse au DEC mémoire. Donc là, vous n'avez pas les mêmes exigences, vous avez des exigences de 50 pages, mais c'est quand même important, et vous avez bien sûr à savoir faire une soutenance, mais je fais actuellement le suivi de la rédaction de ces 2 mémoires, comme je le fais pour les mémoires du DEC, mais bien sûr, le temps prévu pour un mémoire DSCG est moins important et les prix proposés sont moins importants. Mais je vous rappelle que pour toutes mes formations, il y a un engagement que je tiens qu'aucun de mes amis formateurs, concurrents ou confrères ou confraternités propose, je m'engage pour 3 sessions consécutives en cas d'échec. Supposons que vous inscrivez pour le DEC-VAE, en cas d'échec au DEC-VAE, je vous reprends pour l'année 2026 sans supplément. Si encore un échec partiel, là, faut voir. Si c'est des UV1, UV2 que vous n'avez pas validé, c'est gratuit puisque vous suivez les cours UV1, UV2 en traditionnel. Je vous demande aucun supplément si vous êtes amené à rester 3 ans avec moi. Et par exemple, si vous passez l'UV1, l'UV2 en validé, en VAE, vous avez validé l'UV1, l'UV2 en une année ou en 2 années. Pour l'UV3, là, je peux pas accepter de travailler gratuitement parce que l'UV3, c'est le mémoire, ça donne un boulot monstre. Mais au lieu de payer 4000 comme tout mémorialiste qui passe que le mémoire, là, je demande à ceux qui ont passé la VAE et qui ont déjà payé une certaine somme pour suivre la VAE, je leur demande uniquement pour le mémoire 2000 €. Mais comme je suis au CPF, comme vous bénéficiez également d'Opco-Atlas pour ceux qui sont dans un cabinet, ceux qui sont aussi dégourdis peuvent se rapprocher de Transition Pro qui remplace le fonds GESIF. Et pour ceux qui sont privés d'emploi, malheureusement, il y en a qui sont à France Travail, je suis également, je dirais, référencé France Travail, où j'ai eu 2 candidats qui ont retrouvé un emploi en DEC-VAE l'an dernier et qui doivent repasser 1 ou 2 épreuves du DEC en traditionnel en 2025 et qui ont été donc financés intégralement par France Travail. Je vous dirais aussi que France Travail est plus généreux que Francis, car France Travail m'a donné 6840 pour une formation DEC-VAE, alors que Francis demande, lui en direct, à ses auditeurs
4 000 euros. Et je demande pas 4 000 euros contrairement à certaines écoles qui vous demandent de payer directement 4 000 euros. Mais je voudrais aussi vous faire des comparaisons. Il y a des formateurs qui demandent beaucoup moins que moi. Ça, c'est évident. Je le conçois. Mais est-ce qu'ils font le même boulot? Parce que moi, je relis le mémoire en haute voix pour chacun d'entre vous de A à Z. C'est-à-dire que je réserve à chacun des mémorialistes 5 heures. Comme je réserve plusieurs heures pour la notice que je relis à haute voix. Est-ce que tous les amis qui font des prix de la moitié de moi, est-ce qu'ils font le même boulot? Est-ce qu'ils font autant de soutenance blanche que je propose? Est-ce qu'ils sont libres, ces gens-là? 48 heures par semaine, comme je le propose. Il faut regarder les choses avec un certain réalisme. Moi, je propose énormément de temps de travail, contrairement aux autres qui peuvent pas, parce que certains sont à la fois des experts comptables et ils travaillent, et à la fois autre activité, ils travaillent, donc ils font du coaching en plus, tandis que moi, je suis, et j'ai la chance de ne faire que ça, et d'être passionné par ça. C'est pour ça que mes prix sont peut-être plus élevés, mais il faut, les amis, comparer ce que je propose par rapport à d'autres formateurs qui, malheureusement, ne peuvent pas proposer. Non pas qu'ils sont pas capables de proposer, mais ils peuvent pas proposer, je dirais plus, parce qu'ils ont d'autres activités qui les oblige à présenter un condensé de leur coaching. Merci de votre écoute. Je vous rappelle que vous pouvez me joindre par courriel sur l'adresse francis.tison minuscule TISON arrobas outlook.com ou la même avec outlook.fr. Je ne donne pas mon numéro de téléphone que vous pouvez trouver, bien sûr, mais parce que j'ai eu quelques mésaventures avec certains rigolos, donc je ne veux pas que ces rigolos puissent utiliser mon téléphone pour brouiller un peu mes rendez-vous, et je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée, et je vous retrouverai si possible avec la même détermination, le même enthousiasme. Merci beaucoup de votre attention. À très bientôt.